Bonjour à tous, bienvenue. Plus qu'on ne le pense, avant qu'un enfant voie le jour, une grossesse peut être difficile dans le sens où elle peut être interrompue involontairement. On parle alors de fausse couche. Plus souvent, cela se passe avant la fin du premier trimestre. L'embryon est non viable et il est expulsé du corps de la mère. Vous savez, aujourd'hui, environ 10% des grossesses diagnostiquées se terminent par une fausse couche au premier trimestre. Mais il existe bien sûr d'autres cas où la grossesse est plus avancée et l'interruption se produit. La fausse couche est un événement fréquent, mais très difficile à vivre pour les femmes qui y sont confrontées. Alors, quelles en sont les causes et les symptômes? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Roland Dajou. Bonjour, bienvenue, vous êtes gynécologue, vous avez écrit 2 livres, Insémination, l'espoir et la rage de donner la vie. Aujourd'hui, en Israël, vous avez décidé de reprendre votre nom originel. Je vous appellerai donc Yehuda Jaoui. Bienvenue. Et puis vous, Claire Ben-Sadoun, bonjour. Vous êtes psychologue. Merci d'être là avec nous tout au long de cette émission. Et puis bien sûr, Marianne Bougrin. Et devant son ordinateur, elle interviendra en direct pendant toute l'émission. Vous pouvez lui adresser vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi ensemble, c'est maintenant. Surtout, restez avec nous. Les fausses couches concernent plus de femmes que vous ne le pensez, mais cet épisode douloureux est rarement partagé. Pourtant, selon les médecins, c'est une situation quasi banale. Les causes ne sont pas toujours précisément identifiables, mais l'événement laisse toujours des traces au niveau psychologique. Le reportage tout de suite de Lise Barenbaum. La fausse couche ou avortement spontané est une anomalie qui survient fréquemment en début de grossesse. Une épreuve généralement très traumatisante pour la mère, mais aussi pour le père. Plus d'une grossesse diagnostiquée sur 10 se termine par une fausse couche lors du premier trimestre. La majorité des fausses couches interviennent au commencement de la grossesse, avant 2 mois et demi. La fréquence des fausses couches est 2 fois plus élevée à 40 ans qu'à 20 ans. Elle est caractérisée par des douleurs qui ressemblent à celles survenant lors des règles, accompagnées de saignements plus ou moins abondants. La fausse couche est un avortement spontané de l'embryon ou du fœtus avant le 6e mois de grossesse. La grossesse naturelle ne parvient pas à terminer son évolution. Les causes sont très nombreuses. Plus de 8 fausses couches sur 10 sont dues à une anomalie chromosomique. Les fausses couches tardives survenant après 2 mois et demi de grossesse sont, elles, souvent liées à une malformation utérine. Des infections telles que la toxoplasmose ou la listériose peuvent aussi être à l'origine d'une fausse couche. D'autres facteurs augmentent les risques de fausses couches. Une hypothyroïdie, un diabète gestationnel, le tabac, l'alcool et le café peuvent être à l'origine d'une fausse couche. La consommation journalière de 2 tasses de café pendant la grossesse aurait comme effet d'augmenter le risque, d'après une étude américaine de 2008. Une pratique sportive intensive en début de grossesse, à raison de plus de 7 heures de sport par semaine, augmente de 3,5% le risque de faire une fausse couche. Certaines femmes tombent plus rapidement enceintes après leur fausse couche, mais les spécialistes s'accordent sur la nécessité de réussir à faire le deuil de l'enfant disparu avant d'envisager à nouveau un bébé. Une fausse couche reste un épisode traumatique pour les femmes qui en sont victimes, qui peut bouleverser la relation de couple. La nécessité d'une psychothérapie pour ne pas refouler cet épisode est parfois nécessaire. Muriel Robin, humoriste française, a récemment avoué qu'elle avait souffert d'une fausse couche. J'ai été enceinte une fois et j'ai fait une fausse couche. Aujourd'hui, j'y pense souvent, inévitablement. J'aurais un grand garçon ou une grande fille, ma vie aurait été complètement différente. En plus, je crois que je suis terriblement maternelle. La prochaine fois, je prendrai l'option vie avec enfant, c'est sûr. Quand on n'a pas d'enfant, c'est difficile de ne se lever que pour soi tous les matins. Un de mes amis s'est découvert un fils de 11 ans car la maman a décidé de lui dire et je l'ai envié. Des angoisses non exprimées ou un stress trop intense peuvent empêcher la venue d'un autre bébé. Nier cet épisode peut même perturber le développement psychologique du prochain enfant. Alors, docteur Jaoui, selon la terminologie médicale, on parle d'avortement spontané jusqu'au 6e mois, donc de la grossesse. Et au-delà de cette date, on parle d'accouchement prématuré. En effet, la plupart des fausses couches se passent dans le premier trimestre. Ensuite, il y a des avortements plus tardifs et à partir de la 28e semaine, en effet, on parle d'accouchement prématuré. Est-ce que c'est, comme on l'a dit, un traumatisme? Certainement pour la femme. Le rôle du médecin est de chercher tout de suite quelles sont les causes pour éviter la répétition de cet avortement. Et dans la majorité des cas, par des examens extrêmement simples, notamment des dosages hormonaux, on peut trouver
une des causes de ces avortements et les traiter, et par conséquent, et ne pas arriver à cette notion d'avortement à répétition qui peut être en effet très traumatisant. Alors, la plupart justement des gens ont tendance à minimiser l'importance et les conséquences émotionnelles, une attitude tout à fait compréhensible étant donné la nature intime de la perte d'un enfant à naître et le désir d'enfant en général. Claire, il ne faut pas minimiser ? Non, il ne faut pas minimiser, mais effectivement les gens minimisent parce que les femmes aussi parfois n'en parlent pas. Les personnes en fait pensent qu'une fois qu'on est tombé enceinte une fois, même s'il y a une fausse couche derrière, elles pourront retomber enceintes. Donc finalement, ils ne pensent pas aux conséquences psychologiques pour les mères. Ils ne pensent pas que dans tous les cas, c'est vécu comme une perte. Et donc, il y a tous les affects qui sont liés à la perte. Et d'ailleurs, des conséquences psychologiques qui sont différentes selon que ça arrive au début ou à la fin de la grossesse. Oui, tout à fait. C'est un peu différent dans le sens où, en début de grossesse, la mère perd un embryon. Et donc, on peut se dire, certaines personnes vont dire, ce n'est pas encore un enfant, mais par contre, elle se représente, elle, cet enfant. Donc, ça reste quand même une perte importante. Il y a quand même un deuil à faire en fin de grossesse. C'est vrai que là, c'est véritablement un enfant qui est perdu avec un véritable deuil, un véritable traumatisme. Mais dans les deux cas. Ça, Yehuda, une fausse couche? Dans la majorité des cas, il s'agit d'un trouble hormonal. Pour expliquer ça, moi, je prends toujours un crayon, un dessin, je montre aux femmes un cycle normal, c'est 28 jours, une ovulation au milieu. Il y a 2 hormones qui sont sécrétées par les ovaires, l'estrogène et la progestérone dans la deuxième partie du cycle. Quand il y a une grossesse, ces hormones, au lieu de chuter pour redonner les règles, continuent à augmenter. Alors, dans certains cas, il y a des problèmes d'ovulation tardive, ce qui fait que l'ovulation n'est pas au 14e jour, mais plus tard, et le taux d'hormone progestérone, qui est très important pour maintenir cette grossesse, n'est pas suffisant. Il peut y avoir donc un début de grossesse et un avortement spontané, précoce. Quelquefois même, la femme a ses règles alors qu'elle ne sait pas qu'elle a été enceinte. Et donc, le rôle du médecin, c'est de d'abord commencer par des examens pour vérifier est-ce que ces 2 hormones sont normaux, car c'est la façon la plus simple d'éviter une fausse couche et ne surtout pas dire bon, attendons, s'il y a d'autres fausses couches, ça serait une chose que je ne propose jamais. Je pense qu'il faut dès le début, justement pour éviter tous les problèmes psychologiques que nous venons d'évoquer, de permettre à cette femme, s'il y a un trouble hormonal, le corriger, et à ce moment-là, au lieu de faire le deuil de sa grossesse, on a la joie de la naissance. Justement, certaines études qui font état du fait qu'un tiers des grossesses se terminent par une fausse couche, le plus souvent avant même que la femme ne sache qu'elle est enceinte. La plupart de ces complications interviennent durant les 3 premiers mois. Le risque est 2 fois plus important si la femme a dépassé l'âge de 35 ans. Sachez que plus de la moitié de ces avortements spontanés ont pour origine une malformation chromosomique au moment de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Il peut y avoir une anomalie dans la transmission des informations génétiques. Alors, docteur Yehuda Djaoui, est-ce que pratiquer une fécondation in vitro, ça entraîne des risques de fausse couche prématurée? Absolument pas. La fécondation in vitro est une technique qui améliore au contraire le taux de fécondité de la femme. Lorsqu'on recourt à cette méthode, il n'y a pas de risque supplémentaire de fausse couche, absolument pas. Mais il ne faut pas toujours chercher finalement chez la mère les facteurs d'origine des fausses couches. On peut aussi voir ce qui se passe chez le père. Il peut aussi être en cause. Absolument. Je crois qu'un tout gynécologue sait bien qu'il faut examiner le couple. Et il y a en effet des causes de fausse couche du fait de l'insuffisance du nombre de spermatozoïdes, l'insuffisance de la mobilité de ces spermatozoïdes, les anomalies morphologiques de ces spermatozoïdes. Donc c'est très important, avant de se lancer dans des explorations compliquées, de faire aussi un spermogramme, bien entendu. Nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils avaient déjà vécu une fausse couche, ou peut-être quelqu'un dans leur entourage. Regardez. Yes. Oui, 3 fois. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Son mari était atteint d'un cancer, donc son sperme n'était pas assez puissant. Et à chaque fois qu'elle tombait enceinte, ça ne marchait pas. Oui, j'en connais. Je ne connais pas les raisons exactes, mais je sais que c'est très triste. Oui, ma mère et ma sœur. Ma mère, c'était avant que je naisse, donc je n'en sais pas trop sur le sujet, mais elle a donné naissance à un enfant décédé, parce que c'était au moment du 8e mois. Et ma sœur, c'était dans le 1er mois. Elle a été vraiment triste. Mais malheureusement, c'est arrivé et elle s'en est relevée. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, oui. Bon, donc on vient de le voir dans le micro-trottoir, c'est commun, les fausses couches. Et on retrouve tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour.
Bonjour Valérie, nous avons reçu le message de Déborah qui a 31 ans, qui habite à Paris et qui nous dit qu'elle a malheureusement déjà fait 3 fausses couches. Elle est très inquiète et elle se demande donc aujourd'hui s'il y a de grands risques qu'elle n'ait jamais la possibilité d'avoir des enfants. Comment pouvez-vous la rassurer ? Je crois qu'il faut la rassurer en d'abord l'examinant, en l'écoutant et en faisant quelques examens simples. D'abord un examen gynécologique, bien entendu, vérifier si l'appareil génital est normal. Ensuite, faire un dosage hormonal. Je reviens là-dessus parce que c'est une des causes fréquentes, même peut-être plus que les anomalies chromosomiques dont nous parlerons aussi. Et donc, une fois qu'on a ces dosages hormonaux, si on détecte une anomalie hormonale, eh bien, il faut dès le début traiter cela par des médicaments qui sont donnés avant l'ovulation ou après l'ovulation, si par exemple on sait que le taux d'hormones est très faible, et ainsi on évite la répétition de ces fausses couches. Donc je crois qu'il faut être le rôle du médecin. C'est pas simplement d'être rassurant parce que c'est son rôle, mais c'est aussi d'expliquer la pathologie qu'a cette femme et qu'on peut très bien la soigner et que par conséquent, il ne s'agit pas d'attendre d'avoir d'autres fausses couches pour commencer à faire quelques examens aussi simples que cela. Une autre question, peut-être Marianne. En effet, Valérie, nous avons reçu un message d'Émilie qui a 26 ans et qui nous dit qu'elle est de nature inquiète et angoissée. Elle voudrait savoir si une fausse couche peut être liée à ce que l'on mange, au sport que l'on pratique ou au métier que l'on exerce. En bref, elle se demande si les fausses couches peuvent aussi être liées à un mode de vie. Est-ce vrai ? Alors, normalement, non. Maintenant, il faut quand même faire attention si la femme souffre, par exemple, de toxoplasmose, il faudra quand même qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange. Le sport, on l'a vu dans le reportage, on peut en faire, mais bien sûr, pas du sport en compétition, bien entendu, de façon trop intensive. Mais de façon aussi. Voilà, tout à fait, la cigarette, l'alcool. Voilà, donc il faut bien sûr faire attention à son mode de vie, mais de façon générale, ce n'est pas ce qui provoque une fausse couche. Alors, dans certaines grossesses à risque, on pratique une intervention non barbare, le cerclage du col. Cette technique a pour but d'éviter les fausses couches et les accouchements prématurés. Mais en quoi consiste cet acte médical? Quelles sont les indications, Yehuda? Eh bien, l'indication du cerclage, c'est lorsqu'il y a une béance du col. C'est-à-dire que, normalement, pour que la grossesse tienne, le col doit être fermé. Et dans certains cas, le col n'est pas suffisamment fermé et par conséquent, il y a un risque de fausse couche prématurée. Donc le cerclage, malgré ce nom barbare, c'est un acte extrêmement simple. Sous anesthésie, on met un fil autour du col, on ferme ce col de manière à éviter la fausse couche de façon mécanique. C'est un geste simple qui a des indications bien précises qu'on ne fait pas à toutes les femmes, mais lorsqu'il y a une béance de l'isthme, on peut le savoir par une échographie, on peut le savoir par l'examen clinique, on peut le savoir parce que justement il y a un accouchement prématuré et on fait ce cerclage pour éviter cet accouchement prématuré ou cet avortement tardif. Parce que Claire Bensadoun, une fausse couche en soi, effectivement, c'est un événement qui est difficile à vivre, mais lorsque ces épisodes se répètent, alors là c'est un traumatisme qui est important. Oui, parce que si ça se répète, il y a tout un ensemble de questions qui arrivent en même temps. C'est déjà cette question, est-ce que je vais pouvoir réussir à être enceinte et à avoir un enfant? Donc bien sûr que c'est traumatisant de faire des fausses couches à répétition. Maintenant, si on est suivi, si on est traité, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut rassurer toutes les femmes. On connaît plusieurs femmes qui ont fait plusieurs fausses couches et qui sont tombées enceintes ensuite. Parce que là, quand c'est répétitif, Yehuda, là c'est pathologique. Bien sûr. Et c'est pour cela qu'on fait d'autres examens. Donc, outre les traitements hormonaux, les dosages hormonaux, il y a des examens tels que la myosynthèse, dont nous parlerons dans une autre émission, qui permet de savoir s'il y a des troubles génétiques. Mais il ne faut jamais baisser les bras, toujours encourager les femmes parce que, malgré tout, on est capable d'éviter, en dehors des troubles génétiques, la plupart de ces fausses couches. En tout cas, les médecins s'inquiètent tard, parce qu'on s'inquiète qu'après la 3e fausse couche. Pourquoi si tard? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ces médecins. Je pense que, personnellement, je suis d'une école où on a appris à déceler les causes le plus tôt possible et, par conséquent, ne pas attendre forcément la 3e fausse couche pour parler de traitement. Je voudrais insister sur 2 éléments essentiels qui sont, 1,
lorsque la femme saigne, on croit que c'est une fausse couche, la première chose, c'est de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une grossesse extra-utérine. Et ça, c'est très important de ne pas passer à côté d'une grossesse extra-utérine. C'est une des seules urgences gynécologiques d'ailleurs. C'est l'urgence par excellence, parce que justement, c'est une femme jeune qui saigne, on croit que c'est une fausse couche, c'est une grossesse, et à l'aide de l'échographie, on va pouvoir vérifier ça. Et la deuxième chose que je crois importante à signaler, c'est la notion de résus. Une femme qui a un résus négatif, même si d'habitude on fait, si elle est négative, un traitement anti-D vers la 27e semaine, dès qu'il y a une fausse couche, il faut faire chez cette femme un anti-D dès le début. Restez avec nous. Dans la deuxième partie de cette émission, nous ferons la connaissance de Laura Lelouch. Elle a fait des fausses couches à répétition. Elle est maintenant maman de plusieurs enfants, mais elle n'a pas oublié pour autant ses expériences traumatisantes. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi Ensemble, elle s'appelle Laura, elle a 3 enfants et à un moment de sa vie, elle a subi plusieurs fausses couches, des épisodes traumatiques qu'elle a accepté de nous raconter. Lise Barenbaum est allée à sa rencontre à Bat Yam, une ville qui se trouve dans le sud de Tel Aviv. Regardez. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous et de répondre à cette invitation. Aujourd'hui, on est là pour parler de votre histoire personnelle. Vous êtes maman de 3 enfants. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé dans votre vie entre votre 2e et votre 3e grossesse? Bonjour, merci d'être venue. Alors, ce qui s'est passé entre ma 2e et ma 3e grossesse, j'ai fait ce qu'on appelle des interruptions de grossesse à au tout début de grossesse. À plusieurs reprises, tellement de fois que je ne peux pas les compter. Et comment vous vous en êtes rendu compte? Comment ça se passait au niveau physiologique, physique? Vous tombiez enceinte? Au bout de combien de temps vous en rendiez compte? Alors, pour moi, tomber enceinte, comme pour beaucoup de femmes, je pense, c'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie. C'est très banal ce que je vais dire, mais c'est-à-dire que je n'ai jamais été tranquille avec ça. C'était ou un désir très fort, ou une très grande crainte. Donc ce qui fait que très rapidement, je fais des tests de grossesse. Comme j'avais aussi déjà eu 2 grossesses auparavant, je reconnais quand je suis enceinte. Sur moi, ça se voit tout de suite, mon visage change, mon odorat change, beaucoup de choses changent très très vite. Au bout de très peu de temps. Donc j'ai fait des tests, j'ai vu que j'étais enceinte et le temps de réagir, prendre des rendez-vous médicaux, je perdais le bébé. Et vos 2 premières grossesses, elles, s'étaient normalement passées? La première s'est bien passée. La deuxième a été très compliquée. Déjà pendant la grossesse, c'était une grossesse à risque. C'était une grossesse où nous étions constamment chez les médecins, où l'équipe médicale nous poussait au début à avorter et ensuite à faire un suivi assez compliqué. Ensuite, quand la petite est née, quand l'enfant est né, on a aussi eu une période très compliquée avec un suivi médical très poussé. Donc en fait, au moment de vos fausses couches, vous êtes tombée enceinte par hasard? Oui et non. Disons qu'on voulait un 3e enfant. On a mis beaucoup de temps à avoir notre 2e enfant. Donc on pensait qu'on aurait le temps. Il se trouve qu'on a le temps. Oui et non, au final, oui. Du temps s'est passé. Mais bon, entre-temps, il y a eu des fausses couches. Et est-ce que les docteurs ont pu expliquer médicalement ce qui s'était passé? D'où ça venait? En fait, ce que les médecins ont dit, c'est que c'était quelque chose qui était très très récurrent et qu'en général, les femmes ne se rendaient pas compte, pour mon cas. C'est-à-dire tomber enceinte et perdre un enfant quasiment tout de suite. Et que vraiment, ça arrivait très souvent, mais tout le monde n'était pas aussi obsessionnel que moi avec les grossesses, donc ne se rendait pas compte. Vous avez continué votre vie de façon tout à fait normale, sans en parler spécialement à votre entourage, excepté votre mari? Voilà, en fait, on en a parlé avec Stéphane, mon mari, et ça m'a suffi de parler de cet enfant qu'on voulait, qu'on arrivait plus ou moins à avoir, et d'expliquer aussi
que c'était pas de ma faute, que c'était pas de sa faute. C'était une des grossesses, je me souviens qu'une des grossesses, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'ai fondu en larmes. Parce que vous imaginiez? Parce que je n'avais pas la force de revivre ce que j'avais vécu pour la seconde grossesse. Il y avait un sentiment de culpabilité chez vous? Oui, bien sûr. Mais en parlant, ça passe. Donc vous n'avez pas consulté de psychologue? Je n'en ai pas ressenti le besoin. Et ce troisième enfant, quand vous tombiez enceinte et que vous faisiez des fausses couches, est-ce que quand même vous arriviez à l'imaginer? Vous projetiez déjà une image de lui? Non. Et je pense que c'est une des différences qu'il y a eu entre les grossesses qu'on a pu mener à terme et celles qui n'ont pas pris. Parce que vous avez eu un troisième enfant. Oui, après ça, j'ai eu un troisième enfant, un petit de 3 ans, maintenant. Et donc vos 2 premiers enfants, est-ce que vous en avez parlé de ces fausses couches? Pas du tout. Est-ce que médicalement, physiquement, ces grossesses vous ont affaibli, vous ont changé, ces fausses couches? Oui et non. Médicalement, je ne sais pas. Psychologiquement, oui, on est affaibli parce que c'est quand même une douleur, même en stade précoce. Mais de cette faiblesse, je pense qu'on a su en retirer une force. C'est-à-dire, quelle force? Une force qui vous Déjà, donne... gérer la peine, gérer la culpabilité. Et malgré ça, continue. Et aujourd'hui, là-dessus, je me sens plus forte. Et au niveau de votre couple, comment ça s'est passé? Ça vous a renforcé? Ça vous a fragilisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement comme ce que j'ai expliqué du point de vue psychologique, oui, il y a une fragilisation. Et de cette fêlure, donc on en parle, on communique et on en ressort plus fort. Est-ce que vous avez peur à l'avenir, puisque vous me dites que éventuellement vous pensez à un 4e enfant, est-ce que vous avez peur de refaire des fausses couches? Je n'y pense pas. Mais ne pas y penser, c'est une forme de peur aussi. Et vous en parlez avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose? D'habitude, jamais. Lorsque vous m'avez contactée, oui, j'ai commencé à en parler avec des amis et je me suis rendu compte que ça arrive à énormément de femmes. Énormément de femmes, et pareil, on n'en parle pas entre nous. Et beaucoup de femmes en souffrent vraiment. Le fait d'avoir un 3e enfant, vous avez l'impression que ça a un peu effacé cette histoire? Ça me gêne de dire ça. Encore une fois, j'ai accepté ces grossesses qui n'ont pas été à terme, mais c'est pas un enfant remplace l'autre, c'est pas une grossesse remplace l'autre, c'est un parcours de vie. Et vous seriez prête à avoir un 4e enfant? S'il arrive tout près, oui. Merci beaucoup Laura, merci de nous avoir accueillis, merci de ce témoignage poignant et merci de nous avoir reçus chez vous. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à Laura Lelouch pour ce témoignage très touchant. Alors Claire Bensadoun, elle est quand même beaucoup dans la culpabilité, Laura. Alors, les femmes en général qui vivent une fausse couche, souvent effectivement culpabilisent. Elles culpabilisent car elles se posent beaucoup de questions sur elles. C'est quand même leur corps qui a rejeté cet enfant. Donc effectivement, c'est une culpabilité qu'elles vont devoir gérer, qu'elles vont devoir travailler. Ça se travaille. C'est une culpabilité qui s'apaise. Donc il faut les rassurer. Et c'est, on va dire, naturel et humain aussi de pouvoir penser ça. Un sentiment d'échec aussi, peut-être? Oui, c'est effectivement couplé, un sentiment d'échec, un sentiment de frustration, la culpabilité aussi et le questionnement par rapport aux autres femmes qui sont enceintes. On les entend souvent nous dire finalement il y a un peu de jalousie, on envie un peu quand on voit le bonheur des autres, on se dit pourquoi pas moi, et voilà, et c'est important qu'elles puissent justement exprimer ces sentiments-là parce que souvent c'est refoulé, c'est caché, elles n'osent pas, elles ont un peu honte de penser ça aussi, donc c'est très important de pouvoir en parler. En tout cas, une étude anglaise montre que 50% des femmes qui font une fausse couche font une dépression dans les 3 mois après la fausse couche. C'est énorme. Oui, alors il y a les troubles de l'humeur aussi qui sont associés finalement à la variation des hormones. Donc c'est un trouble de l'humeur qu'on peut retrouver aussi à la puberté, qu'on retrouve pendant la grossesse. Mais effectivement, si ça dure après la fausse couche, si la souffrance est plus importante, là on parle de dépression. Et bien évidemment, il faut traiter cette dépression. Yehuda Djaoui, on parle de perte d'un enfant. Or, un fœtus, un embryon et un enfant, c'est pas la même chose.
Certainement, le fœtus, on l'imaginait jusqu'à présent, on peut le voir. Et donc, on peut imaginer le devenir de cet enfant. Mais je crois qu'on a parlé de culpabiliser. Et le rôle d'un médecin, c'est justement d'éviter de culpabiliser la femme, d'éviter de culpabiliser l'homme aussi, expliquer que cela arrive. Normalement, l'état physiologique de la femme, c'est la grossesse. Quand la femme a ses règles, c'est un échec d'une fécondation. Donc, il est donc tout à fait normal dans la nature de la femme que la grossesse est une aspiration naturelle. Et donc, si on explique qu'il y a des facteurs que les médecins peuvent déceler, que les médecins peuvent traiter, il faut permettre à ces femmes de dire ça peut arriver, mais on peut soigner et ne jamais perdre l'espoir. Je crois que le rôle d'un médecin, c'est de rassurer, non pas gratuitement, si je puis dire, mais par l'accompagnement par des examens précis qui montrent qu'on connaît les causes, on peut connaître les causes dans la majorité des cas, on peut les soigner et que par conséquent, il ne faut jamais désespérer. Olivier Lévy est donc descendu dans les rues de Tel Aviv. Elle a demandé aux Israéliens s'ils connaissaient les causes que provoque une fausse couche. Regardez. Il peut y avoir de nombreuses causes, beaucoup. Le bébé peut être faible ou la mère peut avoir des problèmes. Je pense qu'il y a de multiples raisons. Une peut être, par exemple, le comportement de la femme enceinte, la façon dont elle se nourrit qui dépend de son style de vie. Mais il peut aussi avoir des causes génétiques. Le stress peut-être ? Peut-être les grossesses après un certain âge peuvent augmenter le risque de fausse couche. Et aussi certains médicaments, mais je ne saurais pas dire lesquels. Je pense que le mental joue beaucoup si la femme est stressée. Oui, je crois, si on mange très mal ou le stress. Mais c'est le plus souvent quelque chose de physique. Principalement le stress. Oui, le stress soudain. Quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de raisons à ce problème. Ça peut être lié à la santé de la femme ou ça peut être lié au stress, à l'anxiété. Aussi des raisons extérieures, comme par exemple si elle porte un poids trop lourd. Porter des choses lourdes, parfois faire trop d'activité physique alors que c'est déconseillé. Et on rejoint tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. En effet, Valérie, une téléspectatrice nous dit qu'elle a 36 ans et qu'elle aimerait avoir un 3e enfant. Mais d'un côté, elle n'ose pas entreprendre cette démarche parce qu'on lui a dit qu'à son âge, il y avait de grands risques de fausse couche. Elle a donc très peur de se lancer dans une nouvelle aventure de grossesse. Docteur Djaoui, que lui conseillez-vous de faire ? Il vient d'avoir des grossesses le plus tôt possible. Les femmes actuellement travaillent, ont tendance à retarder leur première maternité. C'est un problème de société. Mais en effet, au fur et à mesure que l'âge avance, les risques de fausse couche sont plus importants. Ce ne veut pas dire qu'il faut empêcher une femme d'avoir une grossesse. Simplement, parmi les causes dont on parle, avec l'âge, ces troubles hormonaux dont nous avons parlé et reparlé sont plus importants et par conséquent, ils sont faciles à détecter et à soigner. Mais il y a aussi évidemment d'autres causes, une anomalie de l'utérus. Une femme qui avance en âge peut avoir plus de risque d'avoir un fibrome, par exemple, qu'une femme jeune. Et ce fibrome va pousser dans la cavité et empêcher une grossesse de se développer. Le tabac, l'alcool sont des facteurs de risque aussi. Et le fait de prendre du poids, tout cela, c'est à éviter, mais avec l'âge, en effet, le risque est plus important, plus fréquent, mais il n'est pas impossible d'avoir une grossesse et avec les moyens que nous avons, nous pouvons essayer de voir s'il y a des anomalies chez les grossesses tardives, si on peut dire. Alors justement, on vient de le voir, hein, toutes les fausses couches n'ont pas les mêmes causes, mais dites-moi, docteur Yehuda Djaoui, y a-t-il un traitement ? Il y a bien sûr des traitements en fonction de la cause. En fonction de la cause, anomalie mécanique, le fibrome dont j'ai parlé, on opère une femme avant qu'elle ait une fausse couche, justement. Troubles hormonaux
c'est très important, on a tous les moyens. Béance du col, le cerclage, éviter la prise de poids, l'alcool, le tabac qui sont des facteurs aggravants. Et puis, quant aux problèmes génétiques, on fait ce qu'on appelle un karyotype chez l'homme et chez la femme. Et lorsqu'il y a un risque, on fera des examens au début de la grossesse pour être sûr que l'enfant est normal, entre guillemets. Alors justement, Claire Bensadoun, on a beaucoup parlé de la souffrance des femmes, mais les hommes, dans tout ça, ils souffrent aussi. La société leur demande d'être forts pour aider leur partenaire, mais aussi, quelque part, ils en souffrent de ces fausses couches. Oui, bien sûr, ils peuvent en souffrir. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que les hommes ont du mal à s'investir, en tout cas au début de la grossesse, parce qu'ils ne visualisent pas finalement réellement cet enfant. Ils ne le sentent pas non plus, ça ne leur appartient pas au début dans un sens. Mais pour certains hommes, heureusement, non, ils s'investissent, ils se représentent aussi cet enfant et donc ils en souffrent tout autant que leur compagne quand il y a la perte de cet enfant. Une autre question téléspectateur peut-être avec Marianne ? Oui Valérie, alors Alexandra de Deauville nous dit que son médecin lui a prescrit une stimulation hormonale car malheureusement elle ne fait que des fausses couches sur fausses couches. Elle ne comprend pas ce qui se passe et elle ne voit surtout aucun autre moyen pour s'en sortir. Docteur Djaoui, pensez-vous que ce soit le bon traitement ? C'est le traitement absolu qu'il faut, puisqu'on a dit qu'il peut y avoir cette insuffisance hormonale qui est très importante pour maintenir la grossesse. Donc on peut faire des traitements avant l'ovulation. Il y a un risque, c'est d'ovulation multiple. Il y a peut-être un risque de grossesse gémellaire ou même des triplés. Mais enfin, une femme qui veut avoir une grossesse, pour elle, c'est plutôt une bénédiction que l'inverse. Donc, traitement avant l'ovulation, traitement après l'ovulation pour maintenir une grossesse par la progestérone. Et il faut absolument faire confiance à son médecin. Merci beaucoup, docteur Djaoui. Merci à vous, Claire Bensadoun, d'avoir participé à cette émission. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Surtout, gardez espoir, c'est le mot de la fin. La persévérance et la vitalité de l'esprit humain sont sans limite. Prenez soin de vous et surtout, ne changez pas de chaîne. Merci de votre fidélité à Midi Ensemble. L'info, c'est maintenant.